Merci beaucoup pour votre patience. C'est difficile la technologie. Poursuivons avec les présentations professorales. Celles-ci vont avoir une durée de 12 minutes, suivie d'une période de questions. Pour la période de questions, ça va être super simple. Vous levez la main, on va vous porter le micro. Et voilà. Donc, poursuivons avec professeur Paquito Bernard, en fait, professeur-chercheur qui est affilié à l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Professeur au département des sciences de l'activité physique à la faculté des sciences de l'UQAM. Le titre de la présentation s'intitule « Sport, activité physique et changement climatique, une course contre la montre ». Bonne présentation. Bonjour à toutes et à tous. Merci de l'invitation. Bravo aux étudiants qui font des super événements de vulgarisation scientifique. C'est parti. Donc, moi, j'ai une dizaine de minutes pour parler d'une revue de littérature qu'on a faite. Donc, j'ai eu le plaisir de collaborer avec plein de collègues ici au Québec et puis en Europe. On a publié la première revue de littérature qui dresse l'état des connaissances sur les enjeux climat et activité physique. Pour commencer, il faut bien comprendre l'état un peu des connaissances sur les enjeux climatiques. Ça, c'est une citation de 2014, sans mesure d'atténuation autre que celle qui existe aujourd'hui. Et même si des mesures d'adaptation sont prises, le risque de conséquences graves, généralisées et irréversibles à l'échelle du globe sera élevé à très élevé à la fin du XXIe siècle. Donc ça, c'était la conclusion du rapport du GIEC en 2014. Quand on regarde un petit peu les données beaucoup plus récentes, globalement, on n'a pas avancé beaucoup. Ça, ici, vous avez une représentation graphique des émissions de gaz à effet de serre sur les dernières décennies. La petite baisse là que vous voyez, c'est la première vague du Covid. Donc à l'échelle mondiale, on a globalement diminué de 5 à 6% nos émissions. C'est ce qu'on devrait faire par an pour atteindre les principes sur lesquels le gouvernement canadien, par exemple, s'est engagé. Donc par an, il faudrait l'équivalent d'un Covid pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, que ça soit là, c'est projeté, mais ça a été vérifié il y a quelques semaines. De nouveau, les émissions mondiales continuent d'augmenter. Donc, en dépit de l'alarme des scientifiques, c'est le scénario à forte émission qui continue. Donc, si je veux résumer où est-ce qu'on en est au niveau climat et état des connaissances, on est quelque part entre le rouge et le jaune. D'accord ? Donc, en connaissant ça, moi, je viens des sciences de l'activité physique. Donc, avec des collègues, on s'est dit, tiens, on va regarder, ça va être quoi les impacts des émissions de gaz à effet de serre sur l'activité physique et le sport. Les étudiants qui m'ont eu en cours, ils connaissent bien cette diapo parce que je la mets dans n'importe quel cours que je donne. C'est-à-dire quand je parle d'activité physique, souvent les gens pensent uniquement au sport, mais l'activité physique, c'est lié au déplacement, c'est l'activité physique que vous faites dans votre travail, si vous construisez des maisons par exemple, c'est l'activité physique que vous faites aussi à domicile quand vous tondez la pelouse. Donc, l'activité physique, ça représente aussi les activités physiques de loisirs. Si vous jouez avec votre vieille tante au bowling, par exemple, c'est de l'activité physique de loisirs. Donc, la question qu'on s'est posée, c'est quels sont les liens entre bidirectionnels, entre changement climatique et toutes ces composantes de l'activité physique. Il y a aussi de plus en plus dans la presse des sportifs, des athlètes de haut niveau, des sportifs du dimanche comme moi qui s'interrogent sur les conséquences positives ou négatives de leur pratique sportive. Si on regarde un petit peu l'état de la littérature sur uniquement la pollution, donc les particules fines, le taux de particules fines qu'on va retrouver en ppm dans les villes, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une association négative. Il y a plusieurs méta-analyses qui le démontrent. Plus la pollution de l'air augmente dans un contexte urbain, plus on diminue notre activité physique, que ce soit en nombre de pas, que ce soit en heures de vélo réalisées. Et est-ce que quand on augmente le nombre de cyclistes en milieu urbain, on diminue la pollution de l'air? La réponse, c'est oui, mais à certaines conditions. Je ne rentrerai pas dans le détail, je pourrais répondre si vous avez des questions. Quand on s'intéresse au lien entre la quantité d'activité physique que les gens font et leur exposition à des catastrophes naturelles. Alors, ça peut être des catastrophes naturelles très importantes, comme des catastrophes naturelles beaucoup plus faibles en intensité, mais très répétées, comme on va voir en Asie du Sud-Est, avec des répétitions d'inondations d'une vingtaine de centimètres, par exemple. Plus vous êtes exposé à des catastrophes naturelles et plus vous allez diminuer à court, moyen et long terme votre volume global d'activité physique. Or, vous le savez, l'activité physique, c'est un déterminant majeur de la santé physique et mentale. Les communautés sportives jouent aussi un rôle
post-catastrophe naturelle, c'est-à-dire que les communautés sportives viennent en aide. Il y a beaucoup de littérature qui montre que les communautés sportives peuvent venir en aide aux personnes affectées par des catastrophes naturelles. Par exemple, plusieurs études se sont intéressées aux conséquences des feux de forêt. On sait que les villes qui sont pas très loin des feux de forêt, comme par exemple Portland en Oregon, donc, vont entraîner une accumulation de polluants, une augmentation de la température locale et temporaire. Et plus il va y avoir des feux de forêt importants, plus on va diminuer l'utilisation des pistes cyclables, par exemple, dans les villes adjacentes. Donc là, ce sont des études qui vont regarder l'impact des feux de forêt sur le nombre de vélos qui passent, un peu comme les éco-compteurs qu'on a ici à Montréal. Donc, on a des données bien solides là-dessus. Le changement climatique, il va augmenter aussi les vagues de chaleur, donc ce qu'ils vivent actuellement, par exemple en Europe, ce qu'ils ont vécu au Pakistan il y a quelques temps. Il va augmenter aussi la température moyenne. Et puis, ce qui est important de retenir, c'est que ça ne va pas être partout pareil. Si on s'intéresse à une étude de projection qui regarde les impacts d'un scénario d'émissions de gaz à effet de serre très élevées, on sait que globalement, ça va avoir un impact très négatif sur l'activité physique globale des Américains qui vivent dans le sud des États-Unis, et puis avoir un impact potentiellement positif au nord-est des États-Unis, et puis aussi des grosses variations dans l'été. Vous le voyez ici en bas dans le schéma. Il va y avoir une diminution drastique de l'activité physique à l'échelle populationnelle l'été notamment, et une petite augmentation l'été ou l'automne. Je vous l'ai dit, l'activité physique, c'est aussi l'activité physique au travail. On sait déjà qu'il va y avoir une forte réduction des heures où on va pouvoir travailler dehors. Alors, la réponse à ça, souvent, c'est on nous dit on va pouvoir travailler la nuit, mais on ne pourra pas travailler nécessairement la nuit parce que ce qui caractérise un des marqueurs des vagues de chaleur, c'est le fait que ça ne descend pas en dessous 24 ou 25 ou 20 degrés la nuit. Et donc, on va vraiment perdre en productivité. Et puis, ça met en danger énormément la vie des travailleurs. Le meilleur exemple, c'est les travailleurs qui ont construit le stade pour la prochaine Coupe du Monde de soccer, 6500 décès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a quasiment pas de loi qui protège les travailleurs quand il fait plus de 45 degrés. Ça va aussi avoir un impact très négatif sur la performance. Ici, vous avez en rouge, plus c'est rouge, plus il y a un nombre de jours par an où les sportifs de haut niveau vont avoir interdiction de s'entraîner en extérieur. D'accord? Donc, ça va quasiment doubler à peu près aux États-Unis avec des fortes variations géographiques, comme vous pouvez voir sur la représentation géographique. Mais ça veut dire qu'on va pouvoir moins travailler en faisant des efforts physiques, travailler dans les champs, travailler dans la livraison, moins s'entraîner aussi. Si on s'intéresse au transport actif, ici, vous avez des courbes qui représentent le lien entre la température et la durée, la distance ou le temps qu'on va passer à vélo. Globalement, c'est une courbe en V. Donc, plus il fait chaud, plus on fait du vélo. Puis, à un certain seuil, généralement, entre les études, entre 28 et 32 degrés, ça commence à piquer. C'est-à-dire que les gens arrêtent de faire du vélo parce qu'il fait trop chaud. D'accord? Ça, on le sait depuis longtemps. Sauf que beaucoup plus souvent, à cause du changement climatique, on va atteindre ces pics de chaleur-là. Et que quand on regarde les caractéristiques des gens qui arrêtent plus tôt, ce sont les gens qui ont une maladie chronique et les gens qui sont en embonpoint. Donc, les gens qui ont le plus de bénéfices de l'activité physique. Donc, les gens qui devraient faire plus d'activité physique vont faire moins de transport actif, par exemple, à cause des pics de chaleur. Alors, est-ce que le vélo, développer des pistes cyclables, c'est la solution pour réduire les GES, les gaz à effet de serre, à une échelle d'un pays ou à l'échelle d'une ville? C'est difficile à dire parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études expérimentales. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas un haut niveau de preuve qu'augmenter le vélo diminue les émissions de GES à l'échelle d'une ville. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de variations entre les villes puis entre les modèles testés. Il y a un gros potentiel sur le vélo à assistance électrique ou le vélo électrique. Et pour l'instant, les études de modélisation qui fonctionnent le mieux sur les réductions de GES à une échelle de ville, c'est le couplage transport en commun, transport actif et un tout petit peu de voiture électrique. Pour terminer, on s'intéresse aux enjeux sur l'empreinte carbone des sportifs. Sur le haut des slides, vous avez les empreintes carbone d'un habitant de chaque pays. D'accord? Donc, au Canada, on est parmi les pires au monde en termes d'empreinte carbone annuelle. Quand on regarde pour des études allemandes, la part de l'empreinte carbone individuelle associée à la pratique sportive, globalement, ça peut représenter jusqu'à un quart de l'empreinte carbone individuelle. C'est majoritairement dû aux déplacements qu'on fait dû aux pratiques.
Dans les catégories de sports qui ont les plus grosses empreintes carbone, c'est les sports de nature, ce qui est contre-intuitif. Et puis, c'est les sports qui nécessitent des gros voyages. Donc, par exemple, si vous allez en Colombie-Britannique pour faire du ski, vous allez avoir une empreinte carbone démentielle. Si vous voulez faire un trek au Népal ou un trail au Népal, vous allez avoir une empreinte carbone démentielle. Si on s'intéresse aux sportifs de haut niveau, c'est encore pire. On est en ce moment dans l'actualité de la Formule 1. Un pilote de Formule 1, c'est 74 tonnes de CO2 par an. Pour être en accord avec être en lien avec les accords de Paris, on devrait tous, en 2050, atteindre 1,5 à 2 tonnes de CO2 par an. Donc, pour terminer, qu'est-ce qui va se passer demain au Canada? Donc, quand on regarde les données probantes, on se rend compte que construire, par exemple, soi-même, ça c'est une étude de sciences citoyennes, construire soi-même une patinoire à l'extérieur, c'est de plus en plus compliqué. Quand on regarde les études de projection qui vont... Voilà, les études de projection où on regarde si on ne diminue pas nos émissions de gaz à effet de serre, qu'est-ce qui va se passer en termes de glace, en termes de chaleur l'hiver? Globalement, il y a une étude sur le canal Rideau, il y a une étude aussi sur les parcs à Montréal. Si on ne réduit pas nos empreintes carbone, oubliez de pouvoir patiner dehors l'hiver, ça va devenir impossible, dangereux et surtout très cher pour les villes. Quand on s'intéresse aux activités physiques de pleine nature, alors il n'y a pas d'étude canadienne, mais il y a une étude nord-américaine. Si on regarde la partie bleue ici en haut à droite, c'est très proche un petit peu de la morphologie géographique du Canada. Globalement, les activités physiques de pleine nature qui vont être le plus impactées par le changement climatique, le ski de randonnée, le ski de fond, les activités sur glace, la pêche, la chasse. Il va y avoir aussi des saisons de ski quasiment de plus en plus courtes. Ça va devenir de plus en plus cher de faire du ski parce qu'on va devoir faire de la neige artificielle. Le ski doux, c'est encore pire. Organiser les Jeux à Vancouver, oubliez ça. Il n'y a déjà plus assez de neige maintenant. Là, si on voulait organiser l'hiver prochain à Vancouver, c'est déjà quasiment impossible. Voilà, j'ai plombé l'ambiance. Donc ça... Si on devait en une image retenir qu'est-ce qu'on sait des liens entre changement climatique et sport, activité physique, on en est là. C'est-à-dire que globalement, dans le milieu de l'activité physique et du sport, on ne change pas grand-chose, mais il y a plein de solutions. Pas celles-ci, parce qu'elles sont vraiment, elles n'ont aucun sens. On peut changer le milieu du sport au niveau structurel, donc changer les politiques, l'organisation du sport. On peut changer au niveau personnel et on peut changer aussi les contextes sociaux pour réduire, pour être en lien avec les accords de Paris, par exemple. Je vais vous donner quelques pistes. Donc, il y a par exemple une station de ski en France qui a arrêté, qui n'a pas changé ses remontées mécaniques et puis qui a un autre projet pour gagner de l'argent différemment en anticipant que dans 20 ans, ils n'allaient plus avoir de neige. Il y a beaucoup d'éco-blanchiment dans le sport auquel il faut faire attention. Et puis ici, par exemple, le plus beau modèle d'éco-blanchiment, vous pouvez aller voir ce site, c'est le site de la NHL. J'avais mis une alerte. Le site de la NHL qui montre les efforts qu'ils font pour lutter contre le changement climatique. Vous voyez bien que ça ne change pas grand-chose. Par contre, il y a des choses qu'on pourrait faire. Ici, vous avez une carte des vols et des trajets que les joueurs de NHL font quand ils font une saison normale sur le haut. Sur le bas, c'est la saison qu'il y a eu Covid, d'accord, quand ils ont fait des tournois. Simplement, en réorganisant l'ordre des compétitions puis le fait d'organiser des tournois, on peut environ diminuer de 25 à 30% les GES liés au transport chez les athlètes de haut niveau. Donc, c'est très simple à faire, c'est une réorganisation. Et puis, comme la majorité du temps, c'est du sport qu'on regarde à la télé, ça ne changerait pas grand-chose. Il y a plein d'autres solutions, mais je vous laisse du temps pour les questions. Merci. Merci beaucoup, Paquito. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Levez la main, je vais venir à vous. Il n'y a pas de mauvaises questions. En arrière, j'arrive. On a des micros, j'arrive pas. Merci, Paquito, pour ta présentation. J'ai vu une présentation, un talk une fois dans un congrès qui disait que c'était en Inde, je pense, qui disait où l'air est très pollué et qui disait qu'au final, contrairement à la pensée populaire, même quand il y a des alertes de pollution intense, vaut mieux quand même ne pas arrêter l'activité physique en termes de bénéfices pour la santé, même s'il y a plus de polluants dans l'air que de rester dans sa maison sédentaire. C'est une présentation que j'ai vue, puisque tu es un spécialiste de balayer la littérature. Est-ce que tu as vu ce genre d'études-là? Est-ce que c'est réellement le cas? Alors, dans la revue, on a trouvé surtout des études australiennes
qui montre que oui, on peut continuer. Alors, c'est un contexte australien, donc le niveau d'intensité de pollution, il est largement en dessous de celui qu'on peut voir en Inde, donc je ne peux pas répondre pour l'Inde. Pour l'Australie, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de il y a quand même la balance bénéfice-risque de pouvoir faire du vélo en extérieur, elle continue d'être positive envers l'activité physique et que globalement, dans les pays, dans certaines villes, en Australie, par exemple, ils ont des alertes, comme l'alerte que vous avez reçue cet après-midi. Ben là, imaginez, vous pouvez recevoir l'alerte parce qu'on a franchi un pic. Par contre, quand il y a ces alertes-là, ça dure 3 jours. Les gens diminuent l'utilisation du vélo et des pistes cyclables pendant 3 jours. On fait ces analyses des éco-compteurs. Puis en fait, les gens après oublient, même si le pic reste élevé. Donc, ce n'est pas si grave de continuer à rouler quand c'est pollué en Australie. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'on avait d'autres questions dans la salle? Je vous promets, les autres présentations vont être vraiment moins alarmantes. C'est vrai. J'espère. Moi, j'en ai une. Sinon, est-ce que depuis le post-pandémie, là, on voit qu'il y a eu des réorganisations pour répondre là, à la crise sanitaire, pour continuer à faire leurs activités. Est-ce que c'est maintenu, ça? Est-ce que tu as lu des choses qui disent que maintenant, ben, on va continuer à faire des initiatives de la sorte pour... Au niveau des organisations de l'industrie du sport, c'est clairement non, voire même il y a un effet rebond, c'est-à-dire qu'on accélère le développement de nouveaux championnats, de nouvelles ligues, etc. Au niveau du transport actif, en Europe, oui, il y a des choses qu'ils ont un peu appliqué la stratégie du choc. Ils ont fait des pistes cyclables ou des zones piétonnes, puis ils les ont gardées. Mais si on regarde par exemple sur la ville de Montréal, l'ambition qu'il y avait, puis ce qui a été très bien fait pendant le Covid avec le nombre de kilomètres de zones piétonnes, vous n'avez pas besoin de lire des articles scientifiques pour vous rendre compte que c'est rendu à peau de chagrin, la distance qu'on peut faire à pied sans croiser une voiture à Montréal. Donc, j'ai l'impression, en tout cas, je n'ai pas de données à Montréal, mais qu'à Montréal, en tout cas, on est en train doucement de revenir en arrière sur les zones piétonnes, pas sur les pistes cyclables. On a une question à l'arrière. Oui, ma question, c'est, OK, merci beaucoup pour l'état de la situation, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Alors, il y a plein de choses à faire, notamment la formation, c'est très important. Moi, je travaille et je milite beaucoup pour que je voudrais, dans mes rêves les plus fous, que n'importe quel étudiant à l'UQAM, pour valider son bac, il ait eu 1 ou 2 crédits sur les enjeux climatiques indépendamment de sa discipline. Nous, par exemple, dans le département, ça fait 2 ans que les étudiants à la maîtrise ont réussi à leur donner à peu près 15 heures sur changement climatique et activité physique et je suis super fier de ça. C'est vraiment chouette. Il y a aussi mobilisé les associations sportives, le milieu du sport. En Europe, il y a par exemple ce qui s'appelle les fresques pour le climat. Ça existe un peu aussi au Québec, ici à Montréal, vous pouvez les faire, c'est des activités gratuites. Ils les ont adaptées pour le sport. Pourquoi? Parce que le milieu associatif du sport et du sport des sportifs du dimanche, il est déjà très tissé. Et on peut vraiment utiliser les pratiques sportives pour éduquer les gens sur les enjeux climatiques. Et ça va même beaucoup plus loin. Par exemple, il y a une association en France qui a développé une application pour développer le covoiturage. Et bien maintenant, les nouveaux clubs, les nouvelles associations dans plein de domaines sportifs, si elles veulent avoir le statut reconnu de BNL, elles doivent avoir proposé ce système de covoiturage pour réduire l'empreinte carbone liée au déplacement. Et puis, le dernier point sur lequel on peut agir aussi, c'est aider les athlètes, aider les personnes qui veulent gérer leur poids à avoir une alimentation moins carnée. Au niveau individuel, la seule chose vraiment la plus intéressante, c'est réduire votre consommation de viande et l'utilisation de l'avion. Et c'est dans le domaine du sport, c'est très faisable. Donc, arrêtez de vouloir aller dans les Alpes pour faire du ski et de manger un gros steak, un gros morceau de bœuf tous les jours. On peut en manger, hein, mais moins souvent. Merci beaucoup, Paquito. Merci beaucoup. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le buffet de ce soir était entièrement végétarien. C'est peut-être parce que une des co-coordonnatrices a fait un bac en environnement et a entendu 4 ans de données très déprimantes. Donc, on fait des petits pas vers l'avant. La prochaine présentatrice, c'est la professeure Geneva Andy. Je m'excuse. Genre, je le disais tellement bien tantôt.
Fallait que ça arrive pendant que je suis à l'avant. Excusez. Professeure Djeneba Ndiaye, qui est professeure de droit et directrice de l'Observatoire sur les migrations internationales, les réfugiés, les apatrides et l'asile. C'est dans la faculté de sciences politiques et de droit à l'UQAM au département de sciences juridiques. Et aujourd'hui, elle va nous présenter la complexité des lois en matière d'immigration au Québec et de survie du français, un débat d'actualité. Merci. Ça s'enlève, c'est déjà compliqué. Bon. Bonsoir tout le monde, merci beaucoup de l'invitation. Hein. Je suis très heureuse d'être là avec les collègues, mais surtout partager un peu cette idée très importante de vulgariser un peu ce que nous faisons. Alors, j'ai cette lourde tâche de vous parler de droit. Un jeudi soir, il pleut dehors. Donc, si vous en avez marre, vous pouvez manger, quitter la salle, revenir à la fin de ma présentation. C'est très compliqué, mais là, en fait, l'idée, c'est vraiment, je pense que vous l'avez tous entendu, M. François Legault nous parlait un peu de la survie du français au Québec, qui comparait un peu le Québec à la Louisiane et qui demande, oh, on va voir si ça marche. Yes! Alors, donc voilà, très rapidement, mon plan de travail, en tout cas, ça porte sur ces 3 éléments-là, quelques éléments sur l'immigration familiale. Certainement, vous avez entendu parler d'immigration familiale, réunification, cela veut dire quoi concrètement? Quelles sont les dispositions législatives? En grosso modo, c'est juste pour dire qu'en droit, on utilise beaucoup de termes, les normes, les lois, etc. C'est juste pour dire, c'est qui encadre quoi, etc. L'immigration familiale, est-ce que c'est un enjeu du français au Québec concrètement, là? Malgré ce qui est dit, le discours politique est entretenu depuis quelques mois. Alors, quelques précisions sur l'immigration familiale, comme je le mentionnais tout à l'heure. Si on regarde les statistiques, il y a quand même sur 215 000 immigrants de 2011 à 2016, on a 50 000 immigrants qui sont parrainés. Qu'est-ce que ça veut dire un immigrant parrainé? Contrairement à un immigrant économique, c'est-à-dire quelqu'un qui vient ici pour travailler, un immigrant familial, un immigrant parrainé qui bénéficie de l'immigration familiale, c'est vraiment des immigrants qui ont été parrainés par des citoyens canadiens ou par des résidents permanents dans l'optique de faire venir leurs membres de leur famille au Canada, précisément à Québec. Donc concrètement, Paquito veut faire venir son conjoint, sa conjointe, sa femme, ses enfants. Ça passe par ce procédé-là. Très, très rapidement. Alors, pourquoi M. François Legault veut rapatrier les pouvoirs en lien avec l'immigration familiale? Parce qu'il considère que ces gens-là ne parlent pas français, en tout cas pour la plupart. J'ai mis ces données-là tout simplement parce que, comme vous le savez, il y a un recensement là, qui a été fait l'année dernière, sauf que par rapport à la question linguistique, ces données, on les aura au mois d'août, à moins que Célia veuille organiser une autre séance. Je ne pense pas que vous soyez d'accord. Mais sinon, moi, je suis prête, là, je peux faire le voyage Québec-Montréal avec beaucoup de plaisir pour reparler de ça. Entre-temps, j'utilise évidemment le dernier recensement, c'est celui de 2016. Et quelles sont les données? Et je vous invite à aller, je vous ai mis le lien, donc je vous invite vraiment à aller voir parce que c'est très ingénieux. Et ça vous donne des informations concrètes, malgré ce qui est soutenu dans le discours médiatique et dans le discours politique pour comprendre réellement. Parce que quand on parle d'immigrants, ou d'étrangers, ces concepts-là, ce sont des catégories qui sont créées évidemment par le droit et à chaque catégorie est attribué un statut, des droits, des obligations et malheureusement, dans le discours politique, on n'entend pas, on ne fait pas ces différences-là puis on a l'impression que dans quelques années, on va recevoir des bateaux de fortune qui vont débarquer au Canada, qui vont nous voler nos jobs, qui vont nous envahir. Je peux vous garantir, il n'y en aura pas. Alors, bien que l'immigration, parce que la mobilité, c'est un droit fondamental, moi je pense qu'une Québécoise de Lac-Saint-Jean qui va aller en France faire ses études, comme au Népal, elle peut le faire, cette Québécoise-là. Mais la Népalaise qui veut venir aussi étudier ici, elle peut le faire, qui veut venir découvrir quand il fait moins 45, comme le saut que j'ai fait il y a quelques années, elle peut aussi le faire. Alors, si je regarde le portrait de l'immigration du Québec, ça, c'était donné vraiment du Québec, du MIFI, là, le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. De 2016 à 2020,
L'immigration familiale, en grosso modo, représente 20%. 23,8% des personnes qui ont été admises dans la catégorie de regroupement familial. Et comme vous le voyez ici, on a quand même les époux, conjoints, conjointes de fait, les partenaires conjugaux, qui représentent la grande majorité des personnes qui sont parrainées ici, des immigrants qui sont parrainés. Ensuite, il y a les parents, les grands-parents qui, surtout avec la COVID, on parle beaucoup de la dernière année, il y a une augmentation, c'est normal. On est resté 2 ans enfermés dans des cages. Nécessairement, les gens ont besoin de se voir. Comme les gens ne pouvaient pas partir, les grands-parents ont décidé de venir voir leurs petits-enfants et leurs enfants, clairement. Ensuite, il y a les enfants, les autres parents et l'adoption internationale. Parce que ça, ce sont ces catégories qui sont prévues. Et quelles sont ces lois qui encadrent un peu? Pourquoi François Legault demande un rapatriement des pouvoirs au niveau du fédéral? Tout simplement parce qu'au Canada, on a ce qu'on appelle la loi constitutionnelle de 1867. Je ne suis pas constitutionnaliste, donc il ne faut pas me poser des questions là-dessus. Par contre, ce qu'on a, c'est important parce que l'article 95, en fait, établit ce qu'on appelle la compétence partagée entre le fédéral et le provincial. C'est pourquoi, de temps en temps, vous entendez des chicanes de part et d'autre sur la question de l'immigration, mais c'est tout simplement parce que c'est un domaine, c'est une compétence partagée. Et cette compétence partagée-là, cela veut dire quoi concrètement? Ça permet au gouvernement fédéral de conclure des accords avec des provinces, et c'est le cas entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec, ce qu'on appelle l'accord Gagnon-Tremblay-McDougall, qui date de 1991. Dans cet accord-là, évidemment, le gouvernement du Québec a les pleins pouvoirs de sélectionner ses immigrants économiques, notamment les travailleurs qualifiés, etc., les investisseurs, les entrepreneurs et autres. Mais par rapport à l'immigration familiale, c'est seulement le Canada qui a la responsabilité d'admettre les catégories de cette famille-là. Par contre, ce que ça dit par rapport aux immigrants qui vont venir s'établir au Québec, ceux qui sont parrainés, je donne l'exemple de Paquito toujours qui va faire venir sa conjointe, son conjoint et son... il m'a balancé tout à l'heure, il veut que je ne mange plus de la viande. Donc, du coup, vous comprendrez qu'il faut que je le cible ce soir parce que je veux continuer à manger. Je fais beaucoup d'activités physiques, mais je veux continuer quand même à manger de temps en temps des bistecs. Bon. Donc, c'est pourquoi je le cible. Et du coup, donc, Paquito veut faire venir son conjoint, sa conjointe, bref, ses enfants ou ses parents, qu'importe, et que la destination finale, c'est le Québec. Dans ce cas-là, évidemment, le Québec va appliquer ces critères. Pourquoi? Pour faire venir, parce qu'une fois que Paquito fait sa demande au niveau du fédéral pour faire venir un membre de sa famille, très rapidement, le Canada va évidemment vérifier si la personne qui sera parrainée fait partie des catégories réglementaires. On ne veut pas s'en aller, mais si moi je peux continuer sur la présentation. C'est correct. Est-ce qu'on va y arriver? Ça me fait une petite pause. Hein. C'est super. Hein? Yes. C'est bon? Quand on parle de François Legault. Les cas positifs ne veulent pas. J'ai rien dit. Hein. Moi, je vais rester au Canada. Je ne vais pas être rapatriée. Non? Vous pensez qu'il va me laisser rester au Canada? Ça dépend si le Québec devient un pays. Est-ce que je parle bien le français pour mériter de rester au Québec? Oui? On va faire un test? Ça marche pas. Vous voulez, Célia, que je continue quand même? Oui, mais c'est ça, voilà. On va y aller. Il n'y a pas de... Voilà. Ah, en plus, c'est la viande qui s'en vient. Paquito, ça n'a pas de bon sens. Je vais arrêter. Je prends la résolution ferme devant tout le monde de ne pas arrêter de manger de la viande, mais je vais réduire de manger de bonne quantité. Ça va venir, ça va venir. Sinon, ce que je voulais dire par rapport à cet accord-là, c'est que malgré ce qui est compris, en tout cas dans ce discours médiatique, etc., c'est que le Québec, il y a un pouvoir quand même d'appliquer ces critères-là. Je vais juste vous montrer quelques éléments. Voilà, c'est ça.
Merci. Merci, Célia. Donc, je disais tout à l'heure pourquoi le Québec peut intervenir. C'est en dernier lieu, c'est-à-dire le Canada sélectionne parce que tout simplement, comme vous l'aurez compris, le seul critère de sélection de ces immigrants-là qui sont parrainés, c'est la relation qui existe entre le citoyen canadien ou le résident permanent et la personne qui est parrainée. Alors que pour l'immigration économique, donc, le gouvernement du Québec a les pleins pouvoirs, établit un nombre de critères, notamment le niveau de formation, la langue, etc., les compétences d'expertise pour s'assurer qu'évidemment, le bon immigrant s'intègre au Québec socialement, du point de vue de son travail. Par rapport à l'immigration familiale, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Le seul critère, à juste titre, on parle de réunification familiale, de regroupement familial, donc des gens qui se regroupent, qui veulent continuer à constituer leur famille. Donc, c'est le seul critère qu'on a au niveau de la loi sur l'immigration. Et ça concerne qui? Les époux, les enfants, les grands-parents et les autres membres de la famille qui peuvent être parrainés à travers ce mécanisme-là. Et comme je le mentionnais, le gouvernement du Québec, évidemment, à travers la loi sur l'immigration, permet le parrainage, que ce soit un parrainage individuel, mais aussi un parrainage collectif. Donc, vous avez vu lors de la crise syrienne, la crise ukrainienne, de plus en plus, les gens qui s'organisent pour faire venir du monde. Dans le discours du 24, 26, 28 mai, là, en tout cas la fin du congrès de la coalition à venir Québec, ce public-là n'était pas visé. Ce n'est pas les réfugiés qui sont visés, c'est vraiment l'immigration familiale en tant que telle. Donc, au niveau du droit québécois, je ne parle pas du droit canadien, du droit fédéral, mais du droit québécois, un ressortissant étranger qui appartient à la catégorie de regroupement familial doit, pour s'établir à titre permanent au Québec, faire l'objet d'un engagement d'une personne physique ou d'un groupe de personnes physiques conformément aux articles 22 à 24. Donc, si Paquito veut faire venir son conjoint, sa conjointe, etc., il y a un contrat d'engagement qui est conclu entre lui et le gouvernement du Québec, pas avec le gouvernement fédéral. C'est vraiment avec le gouvernement du Québec qui doit s'assurer que le répondant, évidemment, invite ces personnes-là, son enfant à charge, son père, sa mère, grand-père, etc., et qu'il a les moyens de subvenir à ses besoins essentiels de ces personnes-là qui seront parrainées. Et ça, c'est du ressort du Québec qui applique ces critères-là. Concrètement, Paquito fait sa demande au fédéral. Le fédéral vérifie si son épouse fait partie de la catégorie réglementaire, c'est-à-dire qui sont prévus à l'article 117 du règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés. Une fois que c'est fait, dit, OK, comme la destination finale, c'est le Québec, je laisse le soin au gouvernement du Québec d'établir un engagement, un contrat avec la personne qui veut parrainer. Donc, c'est important, à mon avis, que les gens puissent faire la différence. Et il y a des exclusions. Évidemment, on ne peut pas inviter tout le monde à venir au Canada, comme le laisseraient croire certains médias. L'immigration familiale est l'enjeu. Parlez-vous français, s'il vous plaît? C'est important, avant d'arriver au Québec, de vérifier si on parle français. Pour l'immigration économique, il y a eu des réformes qui ont été introduites et effectivement, on exige que les personnes, par rapport à l'immigration économique, puissent parler français. Mais si on regarde les statistiques de Statistique Canada, là, sur 8 millions de personnes, il y a 75 000 qui ne parlent ni français ni anglais. Donc ça, c'est important, à mon avis, ça soulève un débat certainement futuriste là, de voir que le français est en danger, surtout à Montréal. Mais les statistiques nous disent quand même, sur 8 millions de personnes, il y a 75 000 qui ne parlent ni français ni anglais. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire que plus de 94% des Québécois et des Québécoises parlent au moins le français comme langue. Cela ne veut pas dire que le français n'est pas en danger, encore une fois, et je le nuance. Ça veut dire que certainement, il y aura des choses à faire, mais est-ce que c'est pertinent d'aller chercher ce groupe de personnes-là? 1% de la population ne parle pas le français comme langue officielle, parce qu'il y en a qui parlent français et anglais. Les immigrants représentent 13% de la population du Québec. Okay? Et les immigrants parrainés, dont les époux, conjoints de fait, etc., les enfants, ils représentent 3% de la population totale du Québec. Et pourquoi on devrait modifier cet accord-là, l'accord qui a été conclu entre le Québec et le Canada pour conférer ce pouvoir-là au Québec? Moi, je m'interroge et on est là, je pense, pour nourrir la réflexion, pour voir si c'est vraiment important d'intégrer ce débat-là lors des élections, des prochaines élections qui s'en viennent. Je pense qu'on a d'autres choses à gérer que, en tout cas, même si la CAQ gagne les élections, je ne pense pas que ce sera faisable
pour une législature de modifier, d'autant plus qu'on a déjà reçu la réponse du fédéral qui dit absolument non, non et non. Alors, pourquoi? Mais en dehors de cet enjeu politique-là, il y a des enjeux de droits fondamentaux. Moi, je serais très mal à l'aise, pour moi, là, très mal à l'aise de dire je vais imposer ma grand-maman qui vient de quelque part du Sénégal, qui n'a jamais fait et qui veut venir découvrir évidemment la neige et le froid au Québec, de lui imposer un test de langue française. C'est comme si on imposait ça à une grand-maman qui est au Lac-Saint-Jean, qui, à un moment donné de son existence, n'a pas fait. Je ne suis pas en train de faire du parallélisme ou de la comparaison, je suis en train juste de dire que le regroupement familial, c'est un droit fondamental. Les gens se marient avec n'importe quelle personne, pas parce que la personne parle français, parle anglais ou autre chose, mais parce qu'on s'aime, on a envie de développer, de vivre ensemble. Et je pense que c'est ça la priorité, au lieu de taper fort sur une population qui ne représente pas grand-chose. Par contre, et c'est là où c'est important, parce que quand je parle d'enjeux en lien avec les droits fondamentaux, évidemment, on peut aller tester évidemment devant les tribunaux l'application de l'article 10 de la Charte canadienne, le principe d'égalité par rapport à l'accessibilité. Pour terminer, c'est un faux débat. Moi, je considère sincèrement que c'est un faux débat, qu'on a beaucoup de choses à discuter lors des prochaines élections, notamment le bilan de la COVID, les questions économiques, la main-d'œuvre, le chômage, les prix des études. Il y a énormément surtout les aspects économiques, mais cet élément-là, il peut figurer l'immigration peut-être au cœur des débats électoraux qui s'en viennent, mais je ne pense pas que ce soit très pertinent, mais ça, encore une fois, c'est mon opinion personnelle. Est-ce que l'immigration est un danger pour la langue française? Peut-être oui, mais pas l'immigration familiale, à mon avis, d'autant plus que 50% de l'immigration familiale sont constitués par des époux et des épouses qui, arrivés au Canada, vont aller travailler, donc vont utiliser la langue. N'oublions pas qu'au Québec, on a la loi 101. Et c'est sur ce terme-là que j'invite vraiment à un changement de paradigme dans la politique migratoire du Québec. C'est une nécessité, en fait, de changer de perspective. Dans nos travaux au niveau de l'Observatoire, on essaie depuis quelques années d'expliquer un peu que l'étranger qui vient ici n'a pas besoin d'aide sociale. Il paye 9 000 $ par session. Donc, il ne vient pas voler de job de qui que ce soit. Il contribue financièrement, que l'immigration économique, l'immigration a des aspects positifs, notamment on le constate au Québec. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Clairement, il pourrait y avoir des problèmes comme dans toute société, mais c'est à nous, et je pense que la présentation qui s'en vient va vous parler de mieux vivre ensemble. Je pense qu'en faisant chacun des efforts de part et d'autre, et de ne pas se focuser sur ce qui ne va pas, aller peut-être trouver des alternatives, des solutions qu'on va pouvoir dire un jour, vive le Québec. Merci. Merci beaucoup. C'était fort intéressant. Moi, je suis pleine de questions. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Oui, j'arrive. Bonjour, Mme Ndiaye. Je serais intéressée à vous entendre sur quel changement vous souhaiteriez voir dans la politique migratoire du Québec, parce que j'entends que vous êtes préoccupé par le discours qu'on tient sur l'immigration, mais au niveau de la politique migratoire, quel type de changement vous souhaiteriez voir qui, évidemment, ne vont pas dans le sens de ce que M. Legault nous propose? Oui, merci beaucoup. Merci pour votre question. Alors, la politique migratoire actuelle, ce n'est pas juste au Québec, dans le monde, est basée vraiment sur un postulat, sur un paradigme sécuritaire. On est plus focusé sur la sécurité, il faut protéger. C'est clair que c'est du ressort des gouvernements de protéger les citoyens et c'est indéniable. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas aller dans une perspective plus équilibrée de protéger et surtout dans l'élaboration des politiques, d'aller vers une perspective humaine et d'oublier des cas? De toute façon, on traite les dossiers par des cas pour trouver des... Alors qu'on devrait comprendre que Mme Djainaba, il y a quelques années, a fait un pacte, un choix de dire ben, je vais aller goûter de la neige, moins 45, ça me va, mais que le Québec aussi a choisi. Parce que ce qui n'est pas dit, c'est que dans l'élaboration de la politique migratoire, le Québec va aller chercher, il y a des séances qui se font un peu partout dans le monde pour aller recruter des gens qui sont à l'extérieur, qui vont faire venir. Donc, ce langage de vérité-là, c'est très communicationnel dans l'élaboration de la politique migratoire. Pour moi, c'est un premier élément à faire. Ensuite, dans l'analyse de la migration totale, faire sortir les aspects positifs et les aspects, à mon avis, la politique migratoire, dans son élaboration, se focus beaucoup plus sur les aspects négatifs.
on parle beaucoup des migrants. Didier Bigot parle de construction politique, construction plus de gestion de crise des migrants, parce qu'ils arrivent alors qu'on, dans une perspective plus durable, plus structurante, on devrait voir les immigrants comme des individus qui choisissent juste de quitter leur pays, d'aller vivre dans un autre pays en apportant un bagage, des compétences, des expertises et qui choisissent de venir y vivre. Je parle de l'immigration choisie, pas de l'immigration forcée. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Dans quelques années, peut-être je ferai de la politique et je pourrai élaborer des politiques qui vont vous convenir. Merci. On aurait le temps pour d'autres questions. Est-ce qu'il y en a d'autres dans la salle? On ne doit pas se gêner. Il n'y a pas de mauvaises questions. Moi, j'aurais une question. Là, je sais que vous parliez d'immigration, mais quand on parle, par exemple, de visa de séjour, je sais qu'il y a énormément d'inéquité au niveau de l'octroi, mais je ne sais pas si c'est au niveau du Québec, c'est peut-être plus au fédéral. J'ai un exemple en tête, un ami qui est camerounais, qui est ici depuis plus de 10 ans. Qui est établi ici et qui aimerait que sa mère vienne visiter ses nouveaux enfants, mais que ça fait plusieurs années que c'est refusé, malgré le fait que la personne parle français. Donc, est-ce que vous savez de où ça sort ou pourquoi c'est le cas? Oui, écoutez, merci beaucoup pour la question. C'est le fédéral. Parce qu'il n'y a pas de critères de sélection, en fait. C'est sa maman. Si c'est attesté que c'est sa maman, normalement, ça rentrerait dans la catégorie réglementaire de l'article 117 du règlement. Mais une fois que ça s'est fait, là, comme la personne est au Québec, donc normalement, sa maman devrait venir à Québec. Et au Québec, c'est le gouvernement du Québec qui prend le relais, qui vérifie si ton ami remplit les critères pour son engagement. Parce qu'il va signer un contrat d'engagement, il doit pouvoir subvenir des besoins essentiels de sa mère quand elle va être là. Donc, ce contrat d'engagement-là, c'est vraiment du ressort du Québec. Donc, je ne sais pas si c'est à ce niveau-là que ça se passe ou est-ce que la personne a obtenu le certificat de sélection pour sa maman. Parce que ce que fait le Québec, c'est qu'on émet un certificat de sélection pour la personne qui est parrainée et le dossier est renvoyé maintenant au niveau du fédéral qui doit vérifier deux critères supplémentaires, notamment la question de la santé, si la personne va constituer ce qu'on appelle un fardeau excessif pour la santé publique du Canada, ou bien la personne constitue un danger pour les Canadiens. Sinon, normalement, moi, j'ai fait une demande de parrainage pour moi-même et ça s'est très, très bien passé, aussi bien au fédéral qu'au Québec. Donc, reste à voir dans le dossier pourquoi ça bloque. Mais en fait, c'est juste, là, je ne veux pas rentrer dans le personnel, là, mais c'était vraiment comme un visa de visite, là, de temporaire, visa temporaire, qui est comme compliqué. Refusé. Ouais, ah, OK. là, c'est compliqué. Mais on le voit aussi avec les étudiants. Non, mais écoutez, c'est au niveau du fédéral, c'est très compliqué. C'est ça que je peux dire. Pourquoi? Mais parce que les délais sont très, très longs. Puis les agents, à mon avis aussi, on les formulés dans des carrés. Et parfois, il y a moins de souplesse dans l'analyse des dossiers qui fait que quand vous préparez vos documents, on vous invite vraiment à remplir tous les formulaires. Et je peux vous dire, pour l'avoir fait, c'est énorme en termes de temps, en termes de financièrement aussi. Mais c'est ça que ça nécessite. Il faut le faire. Moi, je suis totalement d'accord. Mais je pense sincèrement qu'il y a un problème de ce niveau-là dans la délivrance des visas, particulièrement envers les Africains et les Africains. Merci. Une dernière question. Oui. Merci pour la présentation, c'était vraiment intéressant. Je me demandais, parce qu'on entend tout plein de choses dans les médias par rapport à la nouvelle loi 101, donc je me demandais comment justement cette loi-là allait affecter les migrants. Ce que disait François Legault, c'est que si jamais il obtient un fort mandat de l'électorat du Québec, il va les négocier pour qu'il y ait les pleins pouvoirs et qu'ils choisissent les immigrants qui sont parrainés. Et à partir de ce moment-là, il peut intégrer peut-être le test du français à ces grands-mamans qui vont venir, à ses enfants, à ses époux. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là que la loi 101 va s'appliquer comme ça l'est actuellement au niveau de l'immigration économique. Concrètement. Merci beaucoup, professeur Djeneba. Merci à vous. Merci.
Donc, on va prendre une petite pause, une mini entracte de 5 minutes et ensuite, on va poursuivre avec nos 2 dernières présentations. Je voulais dire 10 minutes. Vous avez le temps d'aller aux salles de bain. C'est beau.
Et voilà. Reprenons. Je vous invite très cordialement à reprendre place. Il nous reste 2 présentations qui seront fort intéressantes. J'espère que vous profitez bien du open bar. Yes! Okay. Alors, la prochaine, Stéphanie Boisvert est professeure régulière à l'École des médias de l'UQAM, à la Faculté de communication au département de l'École des médias. Le titre de sa présentation est « La diversité dans les téléséries au Québec, tendances et enjeux ». Je lui laisse la parole. Bonsoir tout le monde et je vais me partir un petit chronomètre. Alors, bonsoir, très contente d'être avec vous ici. Donc, merci pour la belle invitation. En levant la main, qui ici regarde régulièrement des séries télé? Yeah! Super, je suis contente. Je parle à un public qui est concerné. Donc, est-ce que ça vous est déjà arrivé dans ce cas-là de vous sentir parfois bloqué par la surabondance de choix? Donc, de sentir que vous êtes un peu étourdi par toutes les options disponibles, vous zappez ou vous furetez sur une plateforme pendant des minutes et des minutes. Ça fait 20 minutes, finalement, vous avez l'impression que vous n'êtes pas capable de jeter votre dévolu sur la série que vous allez commencer. Si ça vous parle, sachez que vous n'êtes pas les seuls. Donc, c'est un phénomène qui a été documenté et qu'on appelle la fatigue du choix. Donc, c'est un sentiment d'égarement, voire d'épuisement qu'on peut ressentir face à la surabondance de l'offre de contenu culturel à l'ère numérique. Et quand on parle de cette fatigue du choix-là, ben, ça concerne surtout les séries télé parce qu'elles sont particulièrement nombreuses actuellement. Alors, si je réussis... ça ne marche pas. Ça commence bien. Ah, OK, bon, voilà. Alors, je reviens. Donc, en effet, donc, depuis 2016, nous sommes entrés dans l'ère qu'on appelle celui de la peak TV, donc d'un sommet télévisuel, ce qui veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de séries télé produites par année qu'il y en a aujourd'hui. Donc, juste pour vous donner une idée, j'ai mis un petit graphique ici. Aux États-Unis seulement, c'est plus de 500 séries télé de fiction produites annuellement. Donc, seulement pour les États-Unis. Alors, ça vous donne une idée de la quantité de production auxquelles on a accès. Et évidemment, c'est sûr qu'ici, au Québec, on ne produit pas autant de séries télé qu'aux États-Unis et c'est sûr qu'on n'a pas les budgets mirobolants que nos voisins du Sud ont pour produire des séries. Mais évidemment, cette situation-là nous concerne aussi parce que, donc, il y a une nécessité, donc face à cette surabondance-là de contenu, parce qu'il y a de plus en plus de chaînes et de plus en plus de plateformes de streaming qui commandent des séries, bien, il y a une nécessité pour nos plateformes locales de propriété canadienne, comme Club Illico, Tout.tv ou Crave, d'augmenter aussi la production de contenu afin d'essayer d'attirer notre attention et nos abonnements. C'est le nerf de la guerre actuellement. Et donc, ben, oui, c'est sûr que ça permet une certaine fatigue, cette surabondance de choix-là, mais en fait, comme on a parlé beaucoup dans les dernières années qu'il y aura un manque de diversité à la télévision québécoise, mais on peut se dire qu'il y a aussi un beau potentiel avec cette surabondance de contenu-là. Parce qu'en effet, en théorie, une plus grande offre de séries pourrait favoriser la représentation d'une plus grande diversité de personnes. En effet, ça pourrait être possible. Mais la question qui se pose, c'est est-ce vraiment le cas? Et pour ça, bien, il faut évidemment procéder à des recherches parce qu'il ne faut jamais présumer que la quantité est gage de diversité. Donc, en tant que chercheuse,
qui se spécialise en fait sur la télévision. Ça m'a donné l'idée depuis quelques années, avec différents projets qui s'emboîtent, d'essayer de documenter la place accordée à la diversité dans les séries télé québécoises et plus particulièrement la place accordée à la diversité sexuelle et de genre. Pourquoi? Bien, notamment, comme vous pouvez voir, il y a eu quelques recherches qui ont commencé à être faites afin de documenter la place accordée à la diversité ethnoculturelle, donc la représentation des personnes racisées à la télévision québécoise, mais pas de projet qui porte spécifiquement sur la diversité sexuelle et de genre. Donc, c'est le projet qui m'a intéressée. Et ce que ça fait, c'est qu'à travers ces projets-là, depuis quelques années, j'essaie justement de répondre à la question « Quelle place est accordée à la diversité sexuelle et de genre dans les séries télévisées québécoises produites depuis 5 ans? » Donc, j'ai commencé à recenser, analyser, surtout à partir de 2017. Pour ces projets-là, comme j'analyse des productions audiovisuelles avec mes assistants et assistantes de recherche, j'analyse évidemment les discours et les récits, donc les histoires qui nous sont présentées, la construction des personnages, mais aussi évidemment la mise en image, il ne faut pas le négliger. Et aussi, je prends en compte les contenus numériques multiplateformes, on s'appelle des contenus numériques convergents, qui vont être créés en lien avec les séries télé. Par exemple, un site web officiel sur lequel on peut trouver une mine d'informations qui nous renseigne sur la construction des personnages. Et vous voyez ici dans le bas, j'ai tenu à mettre le logo de 2 organismes qui financent mes recherches depuis quelques années. D'abord, le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada. Donc, j'ai un projet aussi sur lequel je travaille depuis 2 ans qui vise à recenser toute la production de contenus originaux pour nos plateformes de streaming, donc nos services de vidéo à la demande au Canada. Donc, je m'intéresse dans ce cadre-là à la diversité qui est représentée dans nos nouveaux contenus. Et il y a aussi l'OBNL Divergenre à Québec qui a pour objectif de renseigner sur les réalités et les enjeux propres à la pluralité des genres. Et je travaille aussi avec cet organisme-là depuis l'an dernier. Avant de vous présenter quelques constats, je tenais quand même à dire qu'il y en a des défis en recherche lorsqu'on s'intéresse à la télévision. Évidemment, première chose, il faut trouver les séries pertinentes à analyser par rapport à notre sujet. Et pour l'instant, au Québec, il n'y a pas d'indexation pour les séries. Et pas d'archivage systématique non plus des séries québécoises. Ce que ça veut dire, par exemple, c'est que, comme vous allez voir, je vais surtout vous présenter des résultats par rapport à la représentation des personnages trans et non-binaires dans les séries télé. Il faut les trouver, ces séries-là qui nous concernent. Il ne suffit pas d'aller sur Google et d'essayer de trouver séries québécoises avec un personnage trans. Vous ne trouverez pas grand-chose. Donc, surtout quand ce sont des personnages secondaires qui n'ont pas été mentionnés dans le synopsis. Donc, comment fonctionne? Pour l'instant, tant et aussi longtemps, je vais travailler là-dessus, mais qu'on ne mettra pas en place des méthodes d'analyse en partie automatisées qui vont aider à gérer des plus gros corpus, mais on le voit beaucoup avec le bouche à oreille, le visionnement, l'expérience, donc les expériences de visionnement. Donc, c'est quand même du travail et même chose aussi, il y a parfois certaines séries télé qui ne sont même pas disponibles pour visionnement, alors qu'il y a un travail supplémentaire à faire pour entrer en contact notamment avec les studios de production. Ensuite, des centaines d'heures de visionnement en perspective nous attendent. Alors, juste pour vous donner une idée, tout récemment, j'ai dû analyser la série dramatique annuelle Une autre histoire, que peut-être certains ont vu. Une autre histoire, c'est 83 épisodes de 43 minutes chaque, ce qui représente à peu près 60 heures de visionnement. Et ça, c'est seulement une production. Donc, c'est quand même du temps. Et ensuite, il faut identifier, analyser et capter les scènes pertinentes et remplir des grilles d'analyse assez exhaustives. Alors, donc, évidemment, je ne dis pas ça pour vous décourager, mais juste pour montrer que étudier la télévision, c'est passionnant, mais c'est loin d'être simple et surtout pas rapide. Voilà. OK, alors, bon, juste pour vous montrer qu'est-ce qui s'est passé, alors j'ai décidé de me concentrer simplement ici, parce qu'on n'aura pas le temps d'aller plus en détail, sur la représentation des personnages trans et non-binaires, c'est-à-dire les personnages qui s'identifient ni comme hommes ni comme femmes. Ce que vous voyez ici, je pense que c'est assez évident, 2018, c'est vraiment un point de bascule. Donc, à partir de ce moment-là, on est encore évidemment dans des petits chiffres, on est au Québec, mais on voit qu'il y a une augmentation de la représentation des personnes trans et non-binaires à partir de cette date-là dans les séries. Donc, c'est quand même, on voit qu'il y a une certaine amélioration d'un point de vue quantitatif, mais après, il faut se poser la question d'un point de vue qualitatif, c'est-à-dire c'est quoi
la qualité et la teneur de ces représentations-là. Parce que comme on sait, il ne suffit pas d'augmenter les chiffres pour régler tous les problèmes. Par exemple, si vous invitez, vous voulez faire un gros party, vous voulez inviter tout le monde de la ville chez vous, vous voulez que ce soit diversifié, mais que finalement, vous prenez des personnes, vous faites des blagues négligentes à leur endroit, ou vous laissez d'autres personnes dans le coin, on n'est pas plus avancé. Donc, c'est un peu ce qu'on va essayer de voir avec ensuite du point de vue de la teneur des représentations. Alors, évidemment, comme je disais, ça va être un très rapide survol. Ce qu'on constate notamment, c'est qu'il y a de plus en plus donc des discours à visée pédagogique dans les séries québécoises, surtout depuis 2018. Et ça, ce n'était pas des discours qu'on retrouvait auparavant dans les séries, ou en tout cas beaucoup moins. Par exemple, ici, vous avez un extrait de la série Rupture, où un des personnages, une avocate, doit représenter Laurent, qui est un jeune adolescent trans qui veut prendre des bloqueurs d'hormones, mais ses parents s'y opposent. Alors, vous voyez ici, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le personnage de Claude qui va demander candidement, c'est quoi ça, des bloqueurs d'hormones? Ce qui va permettre, par l'intermédiaire du personnage, de renseigner les téléspectateurs afin qu'ils comprennent bien les tenants et aboutissants du procès à venir. Donc, on voit que quand je parle de discours à visée pédagogique, c'est vraiment de fournir des informations ou des statistiques qui vont permettre de conscientiser et de sensibiliser les téléspectateurs et téléspectatrices à la réalité et aux enjeux associés à la diversité sexuelle et de genre. Même chose ici, je passe rapidement sur cette photo-là. Dans la même série, à un moment donné, un autre des personnages va donc faire référence à une réelle statistique sur la détresse psychologique vécue par les adolescents et adolescentes trans. Même chose dans une autre série, Hubert et Fanny. Bon exemple ici, donc, où les dialogues, mais aussi les plans, donc la mise en image, les gros plans qui sont faits sur les visages, visent vraiment à communiquer l'émotion et à permettre aux gens de vivre et de ressentir donc la situation, l'événement, à partir du point de vue d'une personne trans. Alors, c'est pour ça qu'on peut vraiment voir ici ce que j'ai constaté dans les séries québécoises, ça rejoint beaucoup ce que certains chercheurs ont appelé donc une pédagogie queer, c'est-à-dire qu'on vise à conscientiser et informer, mais au lieu de le faire de manière très, je dirais, prescriptive, on essaie d'inviter les gens à vivre, donc à partager l'expérience d'une personne identifiée comme queer. Je passe rapidement aussi sur d'autres exemples. Donc, ce qu'on a constaté aussi dans des séries pour ados, de plus en plus, ce sont les parents qui se font sermonner par les enfants et encouragés à être beaucoup plus ouverts sur la question de la diversité sexuelle et de genre. Alors, notamment, c'est en 6 degrés et les petits points. Voilà. Et aussi, donc, même chose dans la série Une autre histoire, où il y a aussi, on se concentre sur des personnages trans, et donc, il y a des moments de dialogue assez pédagogiques, voire techniques, qui permettent notamment donc de parler des enjeux autour de l'intimité et de la sexualité que peuvent vivre les personnes trans et la question de la diversité des corps aussi que ça implique. Donc, en terminant, on voit qu'il y a des aspects positifs, mais ce qu'on constate, c'est qu'il y a aussi quand même des tendances narratives qui persistent et certains stéréotypes qui peuvent contribuer malgré tout à la marginalisation donc des personnes associées à la diversité sexuelle et de genre. J'en ai juste sélectionné ici quelques-uns. On les regarde quand même rapidement. Premièrement, là, dans la construction des récits, quelque chose qui ressort clairement, c'est qu'on a tendance encore à associer la diversité sexuelle et de genre à des conflits familiaux, amoureux et professionnels. Alors évidemment, ça peut avoir donc un aspect positif de représenter des conflits, notamment pour conscientiser aux formes de discrimination que peuvent vivre les personnes trans, mais ça montre quand même qu'il y a quand même un certain manque de pluralité dans les récits qui leur sont associés, peu de récits positifs, comme si donc la diversité sexuelle et de genre était toujours perçue comme quelque chose d'anormal qui perturbait l'ordre social. Aussi, encore une tendance dans certaines séries, mais ça tend à changer, à mégenrer, c'est-à-dire un personnage, c'est-à-dire à utiliser le nom ou le pronom qui avait été associé à la naissance au personnage plutôt que donc le véritable pronom et nom de la personne trans. Alors ça, c'est quelque chose qu'on retrouve encore. Et ça, pour moi, c'est un des points les plus importants parce que c'est sûr et certain qu'il y a quand même une amélioration dans les séries et c'est de plus en plus rare qu'on va retrouver des représentations ouvertement négatives ou discriminatoires. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une certaine marginalisation qui persiste pour ces personnages-là parce qu'ils sont presque toujours relégués au second rôle. Et ça, on peut le voir avec une analyse de la construction des personnages. Ça veut dire que c'est des personnages qui ont moins d'autonomie que les autres, c'est-à-dire qu'ils sont souvent dans les mêmes types de décors. On les voit très rarement seuls, et souvent seulement accompagnés d'autres personnages.
Peu de caractérisation, donc on va les associer à quelques traits de personnalité seulement. Parfait, et je vais pouvoir conclure très bientôt, inquiétez-vous pas. Aussi, bien évidemment, ils ont souvent davantage un rôle de faire-valoir ou d'adjuvant, donc ils servent surtout à aider le personnage principal dans ses problèmes et dans son cheminement de vie. Donc ça, évidemment, bien, ça nous dit quelque chose, c'est-à-dire que la représentation peut être positive, mais si on les cantonne à des rôles secondaires, il y a une forme de marginalisation qui persiste, c'est-à-dire que on véhicule une vision que ces personnages-là seraient somme toute peut-être moins intéressants pour un public large et donc ils ne méritent pas, comme les personnages hétéros ou cisgenres, qu'on leur accorde des rôles principaux. Et parce qu'une image vaut 1000 mots, évidemment, la question de la sexualité de genre croise d'autres axes identitaires. Bien, il y a très peu de personnages non blancs associés à la diversité sexuelle et de genre dans nos séries télé au Québec pour l'instant. Sur 16 personnages trans et non-binaires qu'on a recensés jusqu'à maintenant, seulement un était racisé. Alors, ça montre aussi que de ce point de vue-là, il y a encore un manque de diversité dans les récits, les visages, les corps qui nous sont présentés. Donc, en terminant, juste rapidement, c'est sûr qu'une des prochaines étapes de ce que je veux faire, c'est aussi de faire des entretiens avec les professionnels de l'industrie pour les inclure dans la discussion, réfléchir avec eux et elles, ce serait quoi des pistes de solutions pour essayer d'amener une télévision un peu plus inclusive et diversifiée. Pour moi, pour l'instant, il y a 4 grandes solutions que je vois. Je vous les lis. Diversifier les parcours de vie montrés à l'écran. Hein? Les personnages LGBTQ+, ne se limitent pas non plus à leur coming out. C'est surtout ça qu'on montre pour l'instant. On s'entend parce que c'est riche dramatiquement, mais ça fait aussi en sorte que souvent, une fois qu'on a abordé le coming out, le personnage disparaît de la série. Favoriser l'embauche d'une diversité aussi derrière la caméra, donc du côté des scénaristes, réalisateurs, consultants. Favoriser, bien sûr, la représentation d'une pluralité de visages et de corps. Et aussi, faire confiance à la capacité de compréhension du public, parce que souvent, ce qui est dit dans l'industrie, c'est que ce n'est pas que les gens ne veulent pas amener plus de diversité, c'est le public qui ne serait pas prêt à voir ce type de récit-là. Alors, je pense qu'il faut essayer d'encourager davantage les scénaristes, mais aussi les diffuseurs télé qui ont encore une énorme responsabilité par rapport à ce qui va se retrouver en ondes, essayer de les amener à donc oser un peu plus de ce point de vue-là. Et c'est sûr que d'augmenter la diversité, ça va pas, à la télévision, ça ne va pas régler, ça ne va pas faire disparaître tout problème ou toute forme de discrimination en société, bien évidemment, mais ça a un rôle à jouer, selon moi, selon mes recherches, parce que finalement, pour qu'une réalité soit comprise et acceptée, bien, il faut d'abord et avant tout qu'elle existe dans notre imaginaire collectif. Et c'est là que la télévision intervient. Merci. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cette éclairante présentation. Est-ce qu'on avait des questions dans la salle? Oui, à l'arrière. Oui, merci beaucoup pour la présentation. Donc, je me demandais, on voit de plus en plus des gender swaps dans les séries, donc dans les adaptations où on prend un personnage principal masculin, par exemple, qui devient féminin dans notre production. Ben, est-ce que c'est quelque chose qui est bénéfique ou est-ce que c'est un peu un manque d'originalité où on n'arrive pas à avoir un personnage original féminin ou de la diversité de sexe et de genre? Très bonne question. C'est vrai que ce phénomène-là du gender swap, donc on change l'identité de genre du personnage, on le retrouve surtout aux États-Unis parce que c'est surtout les grandes franchises médiatiques, donc autour de Marvel notamment, mais aussi donc les grandes franchises Ghostbusters notamment en est un bon exemple. Alors c'est sûr que nous, on a très peu de ces franchises-là ici au Québec. Bon, comme je dis à la blague, peut-être qu'un jour on pourrait essayer de faire un remake des 3 petits cochons avec 3 personnages féminins principaux, qui sait, pourquoi pas. Mais bon, on en a peu. Ceci dit, je dirais que ce qu'on constate, c'est que oui, ça peut il semble y avoir quand même des impacts positifs. Bon, c'est sûr que ça amène aussi certaines formes de backlash. On a vu des mouvements haineux très forts que ça amène sur les réseaux sociaux numériques notamment. Mais ça peut quand même contribuer à une certaine diversité, mais c'est clair que ce qui se cache derrière ça, c'est aussi une tendance très importante aux reprises dans les industries médiatiques actuellement, parce qu'il faut qu'il y ait de plus en plus de contenu, il faut le produire de plus en plus vite. Hein, des plateformes comme Netflix et Amazon sont aussi avides de contenu, donc ça fait en sorte parfois qu'on se rabat sur des formules qui ont prouvé leur succès plutôt que de permettre à des créateurs et créatrices d'offrir des récits nouveaux. Donc c'est vrai que de ce côté-là, sans dire que le phénomène est entièrement négatif, c'est quand même ça témoigne du fait que peut-être que si on osait davantage aller vers
des nouveaux projets novateurs, on pourrait peut-être davantage diversifier les choses. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'on en avait d'autres dans la salle? Oui, à l'avant. Je me demandais s'il y avait peut-être des exemples à l'international de bonnes représentations de la diversité de genre vers lequel le Québec pourrait tendre. Est-ce que toi, tu en as vu personnellement ou tu en as entendu parler? Oui, bien ça, c'est ça, c'est un gros sujet à savoir, bon, est-ce qu'il y a des bonnes représentations? C'est sûr que quand même, ce que j'essaie de faire dans mes projets, puis avec mes assistants de recherche, c'est d'essayer juste de faire ressortir quelles sont les tensions, les angles morts de nos représentations, parce que c'est sûr que le fait de vouloir essayer d'identifier une bonne représentation, une bonne façon de faire, ça peut avoir l'air très normatif, alors que, bon, pour valoriser la diversité, on sait qu'il n'y aura pas une seule façon de procéder. Il n'y a pas une seule représentation qui, à elle seule, pourrait régler le problème. Ceci dit, on voit quand même, notamment aux États-Unis, où il y a donc une plus grande quantité de séries qui ont été produites dans les dernières années avec des personnages trans, qu'il y a certaines représentations qui semblent être plus positives et mieux acceptées aussi habituellement par la communauté trans, entre autres. Donc, notamment parce qu'il y a une embauche plus grande d'acteurs et d'actrices trans pour faire ces rôles-là, alors que nous, pour l'instant, dans la vaste majorité des cas, ce sont encore des acteurs et actrices cisgenres, donc qui jouent ces rôles-là. Et il y a aussi, je dirais par contre, on voit une certaine diversification dans les récits, donc des personnages trans qui vont être intégrés aussi dans des récits, tout simplement parce que ce sont des personnages intéressants, sans que le seul nœud narratif auquel ils sont associés, c'est leur coming out. Par exemple, aux États-Unis, bon, beaucoup de gens ont parlé de la série Sense8 ou de Euphoria aussi, qui est quand même un bon exemple. Il y a aussi Dispatches from Elsewhere, une série un peu moins connue sur AMC. Vous pouvez la trouver sur Amazon maintenant. Je suis en train de faire de la pub pour Amazon. Mais voilà, et où justement, il y a un personnage aussi et qui a un rôle central. Ça aussi, pour moi, c'est quand même quelque chose que j'inviterais certaines séries juste à penser. Ça se peut qu'il y ait un personnage trans qui soit inclus dans une série et qui soit là à tous les épisodes. On le considère comme un premier rôle. Pourquoi pas? Surtout si on veut, je terminerai en disant ça, surtout si on veut essayer d'attirer un public plus jeune vers la télévision d'ici. C'est le gros enjeu actuellement. Nos plateformes de streaming canadiennes peinent à aller chercher des abonnements. Les plateformes canadiennes, celle qui est la plus populaire actuellement, c'est Publico et elle se trouve en 4e place dans le Québec. Donc, elle est surpassée par Netflix, Amazon Prime et Disney+. Donc, ça veut dire que si on veut aussi que nos contenus soient regardés et que notre culture continue à vivre, il va falloir encourager les gens à s'abonner à nos plateformes locales, y compris aussi un public plus jeune, qui pour l'instant a pas mal déserté la télévision québécoise, malheureusement, à part pour Occupation 2. Merci beaucoup, Stéphanie Boisvert. Donc, dernière présentatrice et non la moindre, c'est une professeure en psychologie interculturelle à l'UQAM, au département de psychologie de l'UQAM. Et aujourd'hui, voyons, Marina, tout va bien. C'est une professeure que j'aime beaucoup de mon département. C'est professeure Marina Doucerin qui va nous présenter aujourd'hui Quand la diversité s'en mêle, les cultures tierces comme levier d'intégration des personnes immigrantes. Bonsoir. Merci beaucoup d'être encore ici à cette heure tardive pour m'entendre parler d'immigration, d'intégration, des sujets qui me fascinent et qui, j'espère, vont vous intéresser aussi. Donc, sans plus tarder, OK. Je vais vous parler de Liron. Imaginez une immigrante qui vient d'Israël pour s'établir au Québec. Et pour résumer un paquet de recherches depuis des années, on sait que si Liron va adopter la culture dominante du Québec, la culture québécoise, ça va avoir toutes sortes de conséquences positives.
C'est quand même très vague ce que je viens de dire, donc je vais clarifier un petit peu. Quand on parle d'adopter la culture québécoise, de quoi on parle? Ça a plusieurs facettes. Ça peut être de s'identifier avec cette culture-là. Ça peut être de développer un sentiment d'appartenance ou même d'adopter les traditions et les valeurs locales. Globalement, je vais appeler ça l'adoption pour résumer en fait tous ces aspects qui sont vraiment importants où on prend une culture puis on la met dans notre cœur comme mon petit icône l'indique. En termes de conséquences positives, là aussi c'est varié. C'est autant la maîtrise de la langue que le bien-être psychologique, la santé physique et mentale ou de manière plus large la cohésion sociale. Donc c'est merveilleux. La question qu'on peut se poser, c'est si c'est si fantastique et important d'adopter la culture dominante pour une personne immigrante, ben, qu'est-ce que c'est qui fait qu'une personne va plus ou moins l'adopter? Un des plus gros leviers qui a été identifié dans la littérature, c'est d'avoir des liens sociaux dans la culture dominante. Donc, on peut imaginer, pour Liron, ça va être d'avoir des amis, des connaissances avec des Québécois qui sont établis ici depuis toujours, etc. Quand je parle de culture dominante, juste pour clarifier un petit peu, dans le cas présent, par exemple, ça pourrait être la culture québécoise, francophone et généralement blanche. Je ne veux pas rentrer dans les détails ici, mais ça me fera plaisir d'en parler plus tard s'il y a des questions. Cette culture dominante, on la met tout le temps en contraste avec la culture d'origine d'une personne immigrante. Donc, c'est la culture du pays d'où elle vient. Si je prends le cas de Liron, ça serait la culture israélienne. Et ça, c'est le gros duo classique qu'on retrouve aussi bien dans les recherches en psychologie interculturelle que dans le débat public, avec en général la conclusion que se faire des amis, avoir des liens sociaux dans la culture dominante, c'est très positif pour adopter la culture québécoise par exemple. Et par contre, ben, avoir beaucoup de liens sociaux dans sa culture d'origine, si à un moment donné, il y a un trop-plein, c'est plus mitigé comme résultat où on peut avoir des cas de ghettoisation. Voilà, affaire réglée. J'ai fait ça en 3 minutes. Non. Il y a 2 problèmes avec ces constats ici. Premièrement, les liens dans la culture dominante sont très rares. C'est quelque chose qu'on retrouve parmi tous les échantillons de population immigrantes. C'est difficile d'avoir des liens avec des personnes québécoises. Ils en ont très peu. Les gens essayent pendant des années, mais c'est rare que ça aboutisse. Le deuxième problème, c'est que si on regarde Montréal, Toronto, d'autres cités super diverses, cette espèce de duo classique, c'est vraiment pas très réaliste. Si je regarde Liron et je regarde son monde social, son réseau social, oui, il y a des liens avec des personnes de sa culture d'origine. Ça pourrait être d'autres immigrants israéliens. Oui, il y a des liens, peu, dans la culture dominante, mais il y en a plein d'autres. Il y a par exemple sa voisine russe, qui est devenue son amie. Il y a son dentiste vietnamien. Il y a des parents chinois qu'elle a rencontrés à l'école de ses enfants et qui sont devenus ses amis. Donc, ces liens ici, j'appelle ça les gens des cultures tierces. De quoi on parle? On parle ici de personnes qui vont être immigrantes, mais de d'autres contextes, pas de leur culture d'origine ou d'autres cultures minoritaires. Généralement, ça va souvent être des allophones. Par exemple, un exemple pour Liron d'une immigrante vietnamienne qui serait devenue son amie. Et ce que je veux vous convaincre aujourd'hui ici, c'est que des liens sociaux dans ces cultures tierces ont un rôle essentiel à jouer pour l'adoption de la culture dominante québécoise. Pourquoi? Comment on peut expliquer ça? Premièrement, c'est une forme de pompe psychologique. C'est-à-dire que c'est difficile de se rendre, d'intégrer cette nouvelle culture qui nous est étrangère. Et tout d'un coup, on a des gens qui ont un parcours quand même similaire au nôtre, qui partagent une expérience d'immigration, qui partagent une expérience de culture minoritaire, qui peuvent avoir une forme de solidarité, qui peuvent nous aider à mieux connaître cet objet étrange qui est le Québec. Deuxièmement, ça peut aussi jouer un rôle de compensation. C'est-à-dire que dans les cas de figure où on a de la difficulté à avoir accès à ces liens sociaux dans la culture dominante, bien, finalement, ces cultures tierces peuvent remplir un besoin social, un besoin d'affiliation et petit à petit nous donner une porte d'entrée ainsi dans la culture dominante. Donc, l'hypothèse, si je résume, c'est vraiment qu'avoir davantage de contact social dans les cultures tierces, ça nous amènerait à adopter davantage la culture dominante pour les personnes immigrantes. Surtout, et c'est important, si le contact dans la culture dominante est rare, donc ce rôle compensatoire.
Et ce que je vais faire pour le reste du temps ici, c'est, avec 2 études, essayer de vous convaincre que cette idée est une bonne idée. Et flûte, j'ai oublié de démarrer mon timer. OK, super. Donc, la première étude, ça a été réalisé avec 2 de mes étudiantes, Léa et Sarah, et on s'est penché sur des immigrants qui venaient du Maghreb, donc environ 111 participants, où on leur a demandé dans quelle mesure est-ce qu'ils s'identifient au Québec. Donc, ils nous ont indiqué avec une échelle dans quelle mesure leur soi, leur personne chevauche fortement avec l'identité québécoise. On leur a aussi demandé, au cours des 6 derniers mois, à quelle fréquence est-ce que vous avez interagi avec des personnes de la culture dominante, donc des Québécois blancs francophones, des gens de leur culture d'origine, donc si je reprends le cas de l'Iron, ce serait avec d'autres immigrants israéliens, et des gens de culture tierce, donc d'autres immigrants, d'autres origines, etc. Et on a trouvé exactement ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que les participants qui nous indiquaient avoir interagi plus souvent avec des personnes dans les cultures tierces s'identifiaient plus fortement au Québec. Ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on a retrouvé ce rôle compensatoire. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ici ce graphique. Plus on va vers la droite, plus on parle à des gens fréquemment de culture tierce. Plus on va vers le haut, plus on s'identifie au Québec. Ce qui est intéressant, c'est que la ligne jaune en haut, c'est pour les personnes qui avaient la chance de parler souvent avec des Québécois. Pour ces gens-là, qu'ils interagissent plus ou moins avec des gens de culture tierce, ça ne fait pas un gros effet. Par contre, dans la ligne bleue en pointillé, pour les personnes qui avaient peu d'interaction avec les Québécois, on voit que plus ils fréquentaient souvent des personnes de culture tierce, plus ils s'identifiaient fortement au Québec. Donc, d'une certaine manière, ça augmentait l'importance des gens de culture tierce pour les gens qui avaient peu d'accès à la culture québécoise. Donc, on a cet effet positif global, c'était le cas pas mal pour tout le monde, mais cet effet compensatoire, c'était d'autant plus important si on avait peu d'accès ou peu de contact dans la culture québécoise. Dans la deuxième étude, on a voulu répliquer ces résultats-là dans une population un peu différente, avec des mesures différentes, une autre facette, avec mes collègues Andrew, Catherine et mon étudiante Anna. Cette fois-ci, on s'est penché sur des immigrants de l'Union soviétique, de l'ancienne Union soviétique, pardon. On en avait 138. Et on a mesuré l'adoption de la culture québécoise d'une manière un petit peu plus globale, avec une échelle auto-rapportée, où les gens nous répondaient à des questions telles que « il est important pour moi de faire les choses comme les Québécois et les Québécoises ». Et cette fois-ci, au lieu de leur poser la question un petit peu bête « à quelle fréquence vous interagissez avec X, Y, Z », qui est quand même très subjective, où on peut vraiment raconter à peu près n'importe quoi, on s'est penché sur leur réseau social. Donc, on leur a posé la question « qui sont les personnes avec qui vous discutez de choses importantes pour vous, les gens avec qui vous vous confiez ?» Après ça, on leur demandait qui sont les personnes avec qui vous aimez socialiser, passer du temps, avoir du fun, etc. Et ils nous ont donc listé les personnes qui répondaient à ces questions-là. On avait une banque de personnes de leur propre réseau social. Pour chacune de ces personnes-là, on leur a demandé, mais c'est quoi la culture de Marie B? C'est quoi la culture de Samir F? Etc., etc., qu'ils ont pu qualifier comme dans la culture dominante, leur culture d'origine ou dans une culture tierce. Donc, premièrement, l'hypothèse du pont dont je vous parlais, on en a un premier indice ici, où on voit que s'il y avait très peu de personnes de la culture dominante dans leur réseau social, et quand même beaucoup de leur culture d'origine, les cultures tierces se situaient vraiment au milieu. Donc, c'est non négligeable dans le réseau social d'une personne immigrante le nombre de personnes de culture tierce qui s'y trouvent. On n'a pas trouvé le lien auquel on s'attendait, dans le sens où les gens qui avaient plus de monde de culture tierce dans leur réseau, ce n'était pas directement lié à leur adoption de la culture québécoise. Sauf que, si on regarde plus précisément, ça dépend beaucoup du nombre de personnes québécoises qui se trouvaient dans leur réseau. Donc, encore une fois, si on regarde ici la ligne jaune, ça, c'est les personnes qui ont beaucoup de monde québécois dans leur réseau. Pour ces personnes-là, plus ou moins d'amis dans la culture tierce, ça ne jouait pas un rôle très, très significatif. Là où ça jouait un rôle important, c'est la ligne bleue avec les pointillés, les gens qui avaient peut-être une personne, un Québécois, une Québécoise dans leur réseau. Pour ces gens-là, avoir davantage d'amis de culture tierce, donc amis vietnamiens, etc.,
c'était lié à une plus grande adoption de la culture québécoise. Donc, on retrouvait encore une fois cet effet compensatoire. De plus, quand on regarde le côté du pont, on le voit même au niveau du développement de ces réseaux-là. On leur a demandé pour chacune des personnes qu'ils ont listées, en quelle année est-ce que vous avez rencontré cette personne? Quand est-ce qu'elle est devenue votre amie? Ben, sans trop de surprise, la première étape, les amis les plus anciens, c'est ceux de leur pays d'origine, dans le pays d'origine, donc avant d'immigrer. La deuxième couche dans leur réseau social, c'est ici au Canada ou au Québec, les gens de leur culture d'origine. Donc, je suis immigrante israélienne, je me fais des amis israéliens à mon arrivée. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que l'étape suivante, c'est vraiment les personnes de culture tierce, avant de plus tard intégrer des personnes de la culture dominante dans leur réseau, le cercle bleu. Donc, on voit vraiment que ici, les cultures tierces jouent un rôle de transition entre la culture d'origine et la culture dominante. Donc, on a cet effet compensatoire et ce pont social qui est joué par les cultures tierces. Pour conclure, j'espère que je vous ai convaincu que les cultures tierces, les liens sociaux dans ces cultures-là peuvent avoir un rôle important pour l'adoption de la culture dominante pour les personnes immigrantes, à travers un effet global, un effet compensatoire quand on a peu d'accès à la culture dominante et une forme de pont social entre les deux, une transition. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un hommage à la contribution de la diversité. On entend souvent des choses très négatives dans le débat public sur la diversité, la quantité d'immigrants, etc. Mais ce que cette recherche suggère, c'est qu'en fait, cette diversité-là, elle joue un rôle de levier, un pont et un rôle d'intégration super important pour les nouveaux et les nouvelles arrivants que la société dominante n'arrive pas toujours à jouer. Donc, c'est vraiment une manière de se tirer dans le pied que de négliger cet apport de la diversité culturelle de nos sociétés. Merci. Merci beaucoup. Période de questions. Il y a déjà une question, deux mains levées. Ben, je vais y aller avec la personne en avant. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais si vous avez remarqué aussi une différence au niveau de l'âge des personnes, parce que, par exemple, quelqu'un qui a immigré plus jeune n'a pas nécessairement le même attachement à sa culture que quelqu'un qui a immigré plus tard, puis aussi au niveau du statut socio-économique. OK, merci. Pour l'immigration au niveau de l'âge, oui, c'est sûr que ça joue un rôle. On voit que passer à travers le système scolaire, ça fait une différence énorme parce que les gens vont pouvoir se faire des amis à ce niveau-là. Dans le cas présent, c'était plutôt des immigrants qui étaient arrivés à l'âge adulte. On avait d'ailleurs contrôlé pour ça. On avait recruté uniquement des gens qui étaient arrivés adultes pour éviter d'avoir cette variable confondante. Et l'autre question, c'était le statut socio-économique. Oui, c'est sûr que ça joue un rôle aussi dans le sens où quelqu'un qui doit gérer 3 jobs en même temps, ben là, la possibilité d'avoir du temps, ce luxe pour se faire des relations sociales, ça va être beaucoup diminué. Donc, ça joue un rôle aussi, mais le milieu du travail va aussi être un gros endroit où les gens vont pouvoir se créer des liens sociaux, souvent aussi de culture tierce. Donc, ça va comme aller diminuer un petit peu l'impact du statut socio-économique. Merci beaucoup pour la question. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui, OK, parfait. On a une question à l'arrière. Merci beaucoup pour la présentation. Je me demandais, les immigrants de 2e, 3e génération, vous les situez où là-dedans? Puis particulièrement, en fait, même les immigrants de la culture d'origine, mais de 2e, 3e génération, ils se retrouvent où dans ce beau schéma-là? Oui, c'est une super bonne question. J'espère que vous avez beaucoup de temps parce que c'est une grosse réponse aussi. Les 2e, 3e générations, ils font face à d'autres enjeux dans le sens où ils vont souvent avoir du déni identitaire. Ça va être la question d'une personne qui, par exemple, n'est pas blanche, mais qui est née ici. Peut-être ses parents sont nés ici et on va continuer à lui dire « Waouh, tu as un super bon accent quand tu parles français ». Donc, ce genre de choses qui font en sorte qu'il va y avoir un patron d'identification qui va toujours être ambivalent entre les deux, une forme de revendication identitaire versus non. Et donc, j'ai moins de données à ce niveau-là, mais les cultures tierces, elles jouent aussi un rôle dans ce sens-là,
parce que ça devient une autre manière d'être québécois ou québécoise, ou ça devient comme une reformulation un petit peu de qu'est-ce que c'est une personne québécoise, qui c'est qui est inclus dans ce groupe ici. Donc, le rôle est un petit peu différent. C'est moins ce pont ou cette période de transition, mais plus de changer le prototype de qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui est acceptable d'avoir l'air d'être pour être québécois ou québécoise. Merci beaucoup pour la réponse. On a une autre question à l'arrière. Bonsoir. Merci beaucoup pour la présentation. C'était vraiment intéressant de voir le rôle effectivement de pont que peut jouer les personnes qui sont installées au Québec depuis un certain nombre d'années. J'aimerais savoir si dans votre notion de culture tierce, quand vous avez questionné des personnes immigrantes pour lesquelles vous aviez contrôlé les variables, c'est-à-dire que depuis combien de temps ils sont là, d'où ils viennent, etc., les personnes avec qui ils étaient en contact, quand on dit une personne vietnamienne, une personne XYZ, de peu importe l'origine, est-ce que vous avez obtenu des informations sur depuis combien de temps ces gens-là étaient là? C'est sûr de rencontrer une personne qui est arrivée depuis moins longtemps que toi. Elle ne jouera peut-être pas le même rôle que quelqu'un qui est au Québec depuis 25 ans, qui a élevé ses enfants ici, dont les enfants ont fréquenté l'école québécoise. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous avez mesuré à l'intérieur de cette notion-là de culture tierce? Oui, merci pour la question. On ne l'a pas mesuré directement parce que il y a des enjeux le temps que ça prend que les gens répondent à toutes ces questions-là. On avait contrôlé pour beaucoup d'autres variables, mais je dirais que ça, on l'a eu plus de manière qualitative parce qu'on avait aussi des entrevues avec les immigrants où on leur demandait de nous raconter l'histoire de leur réseau social. Ils avaient une image de leur réseau social, c'était quoi les étapes, quel rôle ont joué ces différentes personnes dans leur adaptation, etc. Et à ce niveau-là, oui, souvent, c'est des gens de culture tierce qui sont établis depuis plus longtemps, qui vont jouer un rôle très positif pour leur intégration parce qu'ils sont passés par là, parce qu'ils savent les difficultés que ça représente et parce qu'ils peuvent les guider un petit peu, ou parfois ça va juste être de dire « Ouais, je sais, c'est dur, mais t'inquiète pas, ça va arriver, ça va se passer, puis ça va bien aller. » Donc, oui, de manière plus qualitative, vous avez tout à fait raison que ça joue un rôle. Merci beaucoup. Merci, Marina, pour cette présentation. Merci. Je dois dire que c'est extrêmement validant d'entendre une chercheure dire sur les immigrants de deuxième, troisième génération qu'on a d'autres enjeux, notamment me faire dire quand je signe un bail par mon proprio qui est comme « Ah, tu sonnes pas comme ça au téléphone en le regardant mon nom. » Fait que... Excellent. Bien, écoutez, ça clôt la soirée pour ce soir. Avant de quitter, on va remercier nos partenaires, donc la Fondation Gerner, les Fonds de recherche du Québec, la GEPTICS, aussi nos partenaires Cœur des sciences. Merci d'avoir été avec nous pour cette aventure. On va aussi remercier nos amis de vulgarisation scientifique à l'UQAM, donc Faire à sa tête et Science 1. Je vous invite à aller les voir si jamais ce n'est pas déjà fait. On a beaucoup de transfert de connaissances à se faire de ce côté-là. Et finalement, on a un tirage. On a eu un commanditaire avec l'Aquapucam et l'ACFAS. Donc, on a tiré au hasard des noms des personnes qui sont dans la salle et ou en ligne. Et donc, Nessa va nous donner les personnes gagnantes. Comment ça va? On va éviter on a tiré au hasard avec les inscriptions qui étaient faites sur Eventbrite. Donc, merci de vous être inscrits. Mais pendant ce temps-là, on a un code QR affiché. C'est complètement bénévole si vous voulez, si vous voulez partager vos avis pour la soirée. Mais sans plus tarder, je vais inviter les personnes suivantes à venir devant ici. Ça serait Isabelle Toussignan, parce qu'elle est dans la salle. Tu peux être sa représentante. Tu peux aussi être la récipiendaire. Il y a Charles Duplessis. Oui. Madeleine Lachapelle. Samuel Saint-Amour. Guillaume Monpetit.
Jonathan Aubry et Julius Gulzer. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Merci d'avoir participé à cette soirée. Merci surtout aux professeurs, chercheurs et aux étudiantes qui ont présenté. On vous remercie également le public pour cette belle soirée et à bientôt, à l'année prochaine.